retrouver pour ce nouveau café débat des rencontres nouvelles, des rencontres originales, ce dimanche 9 octobre aux Journées francophones de radiologie. Nous sommes heureux de rencontrer Pierre Champsor. Vous êtes médecin, radiologue, professeur de radiologie à l'APHM, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et Guillaume Herpé, vous êtes radiologue à Poitiers. Exactement, au CHU de Poitiers. Ouais. On voudrait parler d'un sujet, tous les trois, pendant quelques minutes, d'un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité, que l'on retrouve dans plusieurs rapports récents, notamment d'ailleurs le rapport de la mission Flash du ministre actuel, il n'était pas encore ministre, François Braun, un urgentiste d'ailleurs, et qui s'est intéressé à essayer de trouver des solutions à cette question de la médecine d'urgence, donc de la permanence des soins. Et on se demandait comment les radiologues, vos collègues, vous-même, votre profession, régler ou envisager cette question de la permanence des soins. On aimerait le voir, peut-être, on pourrait le voir, si vous êtes d'accord, à la fois sur une question d'organisation, mais aussi peut-être, parce que vous avez fait des études, Guillaume, peut-être sur des questions, effectivement, de la manière dont les radiologues eux-mêmes abordent cette question, parce que la médecine d'urgence, la permanence des soins, c'est une médecine difficile à faire. Peut-être avec vous d'abord, Pierre Champsor, pourquoi cette question de la permanence des soins est-elle aussi cruciale aujourd'hui, en ce moment, dans notre pays? En radiologie, je dirais qu'on a un petit peu, comme dans les autres spécialités, la confrontation avec une activité qui a énormément augmenté. En permanence des soins, on voit sur un site hospitalier le nombre de scanners de radiologie demandés qui a explosé. Et en même temps, un nombre de radiologues qui est présent sur les différents sites qui est en tension, puisque la radiologie est une spécialité en tension en termes démographiques. Donc on a un problème de tension qui fait qu'à un moment donné, pour les radiologues qui sont sur un site hospitalier, eh bien, ça amène à un régime de travail, de garde qui devient extrêmement intense. Donc comme dans d'autres spécialités, mais peut-être particulièrement en radiologie, ça a amené à une forme de tension et donc à un besoin d'essayer de s'organiser et de voir comment on pouvait faire face à ce problème. Pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien, est-ce que la situation est identique partout en France? Parce qu'on dit quand même que l'héliotropisme fait qu'à Marseille, on doit être moins touché que dans d'autres régions, plus défavorisées, non? Alors, je crois que ce type de problème est caricatural de ce qu'on fait en France, c'est-à-dire que on oppose les démographies. Je crois que tout le monde est en pénurie de radiologues comme de médecins dans tous les territoires, et y compris en région PACA où je me trouve à Marseille. Et quand on regarde ce qu'il y a au niveau hospitalier, au CHU ou les CH, moi je vois du GHT dont je m'occupe des Bouches-du-Rhône, on est Les GHT, c'est les groupements hospitaliers de territoire. Exactement, c'est les CH qui sont dans les Bouches-du-Rhône. Eh bien, on a une extrême tension et une démographie qui est très basse. Donc en réalité, la démographie est très basse en France de façon globale. Elle peut l'être encore plus dans certains points, mais finalement, quand on regarde la carte de façon globale, on peut avoir une vision qui est fausse. Et moi, je vois des sites hospitaliers de CH du département aujourd'hui où la situation est très critique. Par exemple, sur Marseille, votre responsabilité de CHU, elle s'étend où? Elle s'étend dans le département ou... Parce qu'il y a quand même effectivement l'arrière-pays marseillais est assez défavorisé en termes de structures médicales et hospitalières, non? Enfin, on l'imagine. Bien sûr, quand on regarde sur Marseille en tant que CHU, support d'un GHT, on a La Ciotat, Aubagne, Aix-en-Provence, Martigues, Salon, Arles. Et on voit bien, je parle pour les hôpitaux qui sont producteurs d'imagerie, puisqu'il y a 13 établissements, donc des établissements qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Et on voit qu'on est en tension. Donc je crois qu'il faut arrêter ce discours nord-sud qui est ridicule. C'est des oppositions qui sont totalement dépassées. Il y a des sites en grande tension sur tout le territoire national et je crois que c'est ça le vrai problème et il faut voir comment on peut y remédier. Et alors quand on est CHU, que l'on a un service hospitalier dans un CHU, quelle est sa part de responsabilité? Quelle est la responsabilité? Comment on le vit et quelles solutions on essaye de trouver? Deux sujets. Le premier, c'est essayer de répondre aux patients qui viennent en permanence des soins sur les sites hospitaliers du CHU et donc d'organiser finalement les gardes pour que ça puisse fonctionner, qu'il y ait des médecins présents et que des médecins qui restent, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que la charge devienne trop lourde et pour un moment donné, ils abandonnent et avoir un cercle vicieux qui est la spirale de la désertification et ça peut guetter même le CHU.
Et ensuite, on doit, en tant que centre de formation, essayer d'accompagner les hôpitaux du territoire pour faire en sorte qu'eux aussi aient des radiologues pour assurer la permanence des soins. Donc c'est un double enjeu qu'on doit essayer de tenir en même temps. Et alors, évidemment, on va parler de téléradiologie, puisque on imagine que c'est un élément de la réponse, ou peut-être une réponse adaptée. Quel est votre sentiment? Comment C'est ça un élément s'organise? extrêmement fort de la réponse, mais je crois que ça résumera pas tout. C'est certain que la téléradiologie est venue à un moment donné parce que dans des hôpitaux, on avait une telle charge en permanence des soins que les radiologues présents, eh bien, ils ne pouvaient plus tenir. Donc, ça a permis d'apporter une aide. Simplement, cette aide, à un moment donné, peut être un moteur de désertification. Et la charte de téléradiologie avec le G4 que l'on a réécrit avec Jean-Charles Le Salle il y a maintenant Alors, plus le de 2 ans. G4, rappelez-nous. C'est l'ensemble de tous les radiologues nationaux, c'est-à-dire ça représente la SFR, bien sûr, la FNMR, le CERF et le SRH. Tous les radiologues privés et publics et qui ont mis au point une charte. Alors c'était la nouvelle écriture, il y a eu plusieurs écritures. Et la dernière écriture qu'on a fait avec Charles Le Salle de la FNMR a essayé de... On va dire qu'il y a 2 volets dans la charte. Il y a un volet technique et qualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter la radiologie sur un écran et dans des conditions qui ne sont pas admissibles. Donc il y a un volet technique et conditions de travail et qualité. Et le deuxième volet qui a vraiment été le plus la dernière version de la charte, c'est de dire qu'il fallait que derrière cet outil, il y ait une vision territoriale. C'est-à-dire qu'il faut qu'en priorité, ça ne peut pas être exclusif et ça doit se construire dans le temps, et c'est la dynamique actuelle et ça mettra du temps à se construire, mais on doit faire en sorte que la permanence des soins qui est prise en téléradiologie soit prise en charge par des radiologues qui sont dans le territoire pour que ces radiologues aient cette activité et en même temps qu'ils auront une activité d'implantation parce qu'à un moment donné, et 2 jours, il est fondamental qu'il y ait des radiologues pour voir le patient, programmer les examens sur les machines, être au plus près parce que la bonne radiologie se fait avec des médecins radiologues présents. Donc, c'est cette jointure qu'on a voulu faire à la nouvelle version de la charte et qui est un enjeu complexe. De ce point de vue, c'est pas pour vous opposer les uns aux autres, mais le privé et le public, sur ces questions-là, sont capables de penser en même temps, à peu près de la même manière? Oui, on l'a montré avec Jean-Charles Le Salle dans l'écriture de la charte, parce qu'à bout d'un moment, tout le monde est dans le même bateau. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui que eh bien, les jeunes qui sortent, pour certains, font de la téléradiologie. Et est-ce qu'il faut qu'ils la fassent pour interpréter, alors qu'ils sont installés à Marseille ou à Paris, pour faire l'autre bout de la France, ou qu'en priorité, ils interprètent les examens de leur territoire pour après être implantés? Et donc, je dirais, favoriser les radiologues du territoire si c'est possible, et s'ils le veulent, finalement, c'est un enjeu parce que c'est aussi un moyen d'aller dans les territoires et que dans les cabinets libéraux, il y a des jeunes qui viennent s'installer aussi, probablement sur des nouveaux modes, parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui, ils sont dans un mode de rupture par rapport à ce qu'on a pu connaître. Ils ont, je dirais, une activité qui peut être mixte, peut être complexe, qui peut être, pour un terme, à la mode hybride, et vouloir travailler peut-être à l'hôpital, peut-être en privé, faire de la téléradiologie chez eux ou sur des plateformes de téléradiologie présentielles. Et donc, je crois que si on veut, et l'hôpital a besoin de radiologues, et les cabinets de ville ont besoin de radiologues, cette notion de territoire est essentielle pour tout le monde et que peut-être il y a un petit décalage dans le temps, mais tout le monde le comprend. Une charte comme celle que vous évoquez, c'est un document qui est long, qui est précis, ou c'est très général comme ça Non, c'est extrêmement précis sur les aspects techniques, sur les aspects de qualité, de l'image, de tout ce qui va faire qu'on essaye de faire en sorte d'assurer pour le patient des conditions d'interprétation par le radiologue qui soient standardisées. Donc ça, c'est très précis. Et sur l'organisation territoriale, on a mis en exergue cet élément, on l'a décrit, mais il n'y a pas de schéma précis. Je crois qu'il faut laisser aussi la marge au territoire à s'organiser. Et dans les territoires, ça peut être plein de formes différentes. Mais l'idée de fond et l'idée forte sur ce point-là, c'est le fait d'essayer de faire en sorte que les radiologues publics, privés, qui veulent faire de la téléradiologie, puissent le faire en priorité pour les examens du territoire. Ma question par derrière, c'est que, en fait, est-ce que tout cela suffira? Parce que l'insatisfaction des citoyens, des élus, hein, elle est réelle.
En tout cas, on le voit bien à l'Assemblée nationale, on le voit bien partout. Les maires ne cessent de demander aux médecins de prendre des initiatives, de répondre à leurs inquiétudes, voire même, enfin, il y a, vous savez bien, ce débat coercition, incitation, enfin, le milieu politique de santé est quand même très traversé par ces questions-là et ça a même dépassé notre secteur de la santé, vous en avez conscience? Je crois qu'aujourd'hui, on paye très cher le fait que tout le monde a tourné la tête quand, dans les années 80, on a mis en place un numerus clausus. Et que les médecins ont dit on ne sera pas assez nombreux. Comme on avait du monde et beaucoup de monde à cette époque-là, tout le monde a tourné la tête. Maintenant, on le paye dans toutes les spécialités et dans tous les territoires. Parce que penser qu'il y a des territoires qui sont protégés de ça, c'est une erreur grave et qui oppose les uns et les autres de façon tout à fait délétère. Maintenant, il y a une réalité. En radiologie, on essaye d'y répondre au mieux. L'insatisfaction, je crois que la réalité aujourd'hui, c'est que dans très grand nombre de centres, malgré la démographie basse, la qualité est là et qu'on essaie de la structurer. Dire que parfois c'est difficile, c'est sûr. Que c'est lourd pour les radiologues, c'est sûr. Mais il y a une vraie dynamique pour essayer de faire au mieux et qu'avec les outils, avec les organisations, le service rendu est quand même de très bon niveau. Donc je crois qu'il faut faire attention à une espèce de négativisme sur ce qui est. Oui, la démographie, elle est basse, elle est beaucoup trop basse. Et aujourd'hui, il faudrait beaucoup plus d'internes de radiologie dans les territoires. Imaginez qu'à Marseille, il y a 10 postes d'internes, 3 pour Nice. Ça ne suffit pas pour remplacer un tiers des radiologues qui vont partir à la retraite, sans compter les nouvelles machines qui sortent tous les jours. Donc, plutôt que de pleurer sur les résultats de ce qui s'est passé avant, il faudrait maintenant mettre sur la table les moyens et faire en sorte qu'ils sortent des jeunes tous les ans en capacité de pouvoir répondre à demain. Alors il y a un débat également qui a lieu ici aux Journées francophones de radiologie, c'est aussi les manipulateurs de pratiques avancées. Est-ce que ça peut être une réponse, peut-être? C'est-à-dire travailler plus avec des soignants plus qu'avec des radiologues? Je crois que pratique avancée, c'est des dynamiques qui sont intéressantes, mais il faut voir à quoi ça correspond. La radiologie, c'est quand même un métier extrêmement complexe. On le voit en PDS extrêmement sensible avec des aspects médico-légaux. Donc, qui peut faire quoi? Au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on appelle à la mode des mauvaises réponses à des bonnes questions. Donc, c'est une réflexion qui doit être faite, qui doit être posée, mais il faut le faire dans un cadre vraiment très précis. Il y a probablement des fonctions qui peuvent entrer dans le cadre des IPA ou, je dirais, pour les manipulateurs. Mais il y a aussi la vraie question, c'est comment on fait en sorte qu'on rend attractif le métier de manipulateur aujourd'hui. Des manipulateurs dont on aura besoin pour faire tourner nos machines au quotidien. Et comment c'est attractif pour eux en termes d'activité. Comment on leur permet aussi d'avoir une activité peut-être mixte avec des activités complémentaires, peut-être autour de l'IA, autour de l'enseignement, autour d'autres missions pour faire en sorte qu'ils aient envie de rester. Donc je crois qu'il y a plusieurs réponses. Il faut utiliser tous les éléments de la palette parce que ce sont nos collaborateurs au quotidien et qu'on ne travaillera pas en radiologie correctement sans bon radiologue et sans manipulateur. Guillaume RP, la qualité de la vie des professionnels de santé, c'est le sujet que dont vous vous êtes emparé dans votre région avec le G4 également? Oui, absolument. C'est même dans ma région et en France. En fait, on coordonne avec le G4 une étude sur la permanence des soins, à la fois sur l'aspect radio-épidémiologique et puis aussi sur la qualité de vie au travail et l'impact qu'a cette permanence des soins sur la vie des radiologues. Avec l'idée derrière, et le professeur Chamsor venait d'en parler, c'est la notion d'attractivité. Comment est-ce que on continue à être une spécialité attractive? Comment est-ce que la permanence des soins, elle peut essayer de plus être vécue uniquement comme une contrainte, mais aussi comme la possibilité d'obtenir une certaine flexibilité dans le temps de travail? Donc ça, c'est des enjeux qu'on essaye d'évaluer pour l'instant avant de proposer des réponses. Il y a déjà, le premier résultat qu'on a, c'est que par exemple, le sentiment de travail à la chaîne en permanence des soins, c'est quelque chose qui est décrit à la fois dans la littérature et aussi dans l'étude chez les radiologues français, parce qu'il y a environ 50% qui, lors de la permanence des soins, ont l'impression d'un travail à la chaîne. Ce qui, paradoxalement, est plutôt pas beaucoup. Moi, j'aurais pensé initialement que ça aurait été beaucoup plus. Donc voilà, il y a des... Oui, Guillaume, excusez-moi. Il y a des profils de praticiens qui acceptent d'assurer leur responsabilité, d'autres qui refusent. Alors en fait, c'est très étonnant parce que c'est ni lié au centre, ni à la région, ni à l'âge. Donc c'est-à-dire c'est une répartition très aléatoire. On essaie de trouver des clusters, donc des groupes
des profils particuliers qui seraient plutôt, voilà, qui accepteraient plutôt le travail de permanence des soins et d'autres non. Ce qu'on peut dire, c'est que plutôt les centres qui font appel à de la téléradiologie privée ont des radiologues sur place qui ont le sentiment d'un travail à la chaîne et d'une pénibilité de la permanence des soins. Voilà. Ceux qui sont en plateforme, vous voulez dire? Oui, Ouais. ceux qui utilisent des plateformes de téléradiologie privée, les centres qui sont clients de ces sociétés-là ont plutôt tendance à avoir le sentiment d'un travail à la chaîne aux urgences. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans cette étude globalement, ce que vous avez mené? Alors, pour l'instant, on est à la phase où on a fait un état des lieux, une cartographie de la répartition des centres et des schémas organisationnels. Et ensuite, on est toujours en cours de la deuxième partie qui est qualité de vie au travail, score de fatigue, qui sont des scores décrits pour évaluer la pénibilité au travail. Mais à part ces petits critères-là qui sont travail à la chaîne, etc., on n'a pas encore les résultats complets de la qualité de vie au Quand travail. est-ce que vous les aurez? Eh bien, on les aura à la fin de l'année. Voilà. D'accord. Et On après, vous en ferez quoi? Après, alors c'est une étude qui est coordonnée par le G4, donc ça sera l'objet d'un rapport, bien sûr. Moi, je suis à toutes les réunions du G4 pour leur parler de ça, donc ça sera première chose le rapport. Ensuite, essayer de trouver des schémas organisationnels favorables pour essayer de faire des propositions éventuelles. Et enfin, valoriser ça pour montrer que la radiologie française sait faire une cartographie, un état des lieux de son système de santé, donc aussi des publications. Et est-ce que vous travaillez également avec... vous allez vous intéresser donc aux radiologues seniors, à tous les radiologues ou simplement aux jeunes, enfin, etc. Parce que là, il y a quand même des spécificités. Vous dites que non, mais... Ah oui, absolument. On s'intéresse à ceux qui assument la permanence des soins. Donc c'est les internes et les seniors. Voilà. Vous êtes en lien, par exemple, avec les doyens de faculté, avec les directions des établissements, les PCME? Non, nous en fait, on fait en radio, on passe par le CERF Le et CERF. le G4, donc qui est l'ensemble, comme vous l'avez déjà dit. D'accord. Et donc on passe par le CERF et par les PU locaux. Oui, Voilà. parce qu'il y a quand même une vraie préoccupation aujourd'hui, vous le savez, vous qui êtes enseignant, il y a une vraie préoccupation de la part des jeunes sur la qualité de la vie au travail. Je me demandais si chez les jeunes radiologues que l'on a reçus d'ailleurs dans un café débat récent, est-ce que les jeunes sont finalement, ces jeunes radiologues, se comportent comme les autres médecins ou peut-être avec un peu plus de satisfaction ou d'insatisfaction à votre avis? Et Guillaume, la question est pour vous aussi. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est une génération qui aspire à pouvoir conduire sa vie probablement avec un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Probablement qu'à un moment donné, on a été un peu excessif. Et cette dynamique, elle touche tous les jeunes. Après, en termes de positivité, moi, je trouve qu'ils ont envie de travailler, le métier leur plaît, mais ils veulent en même temps avoir une vie privée. Oui, mais enfin, il y a aussi une responsabilité en tant que professionnel de santé d'assurer c'est la beauté du métier, c'est aussi d'assurer des responsabilités de prise en charge. Je crois qu'à un moment donné, on a tiré sur cette corde-là. Et c'est le deuxième bâton de la démographie, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas généré de sciences de médecins par rapport à l'ancien système, où dans une forme de culpabilité, on amenait les gens jusqu'à un épuisement. Et maintenant, les jeunes, ils aiment leur métier, ils sont responsables, mais ils ne veulent pas sacrifier leur vie. Et au bout d'un moment, on ne pourra pas, là, à certains points. Donc c'est un élément, effectivement, qui fait que ça vient impacter la démographie pour la bande passante de travail. Guillaume? Ouais, moi, si je peux juste ajouter, c'est effectivement les temps de travail changent. Effectivement, les modalités de travail changent. Effectivement, il y en a qui ont des exercices hybrides, comme vous disiez, et je suis un bon exemple. Mais par contre, je crois que la qualité rendue aux patients, elle est bonne, que la permanence des soins, elle se fait 24 heures sur 24 partout en France, que l'accès aux moyens d'imagerie, il n'a jamais été aussi bon, et que en fait, finalement, peut-être que c'est une autre manière de travailler, peut-être qu'il y a des enjeux managériaux qui existent d'ailleurs aussi dans les entreprises tout venant, si on peut dire, qui sont là, mais en tout cas sur la réponse et sur la qualité de soins aux patients, je ne crois pas qu'on soit moins bien soigné maintenant, quel que soit l'endroit où on l'est, qu'il y a 10 ans. Voilà. Je crois que vous devez nous quitter, non? Parce que dans quelques minutes... Absolument, oui, j'ai une autre séance en cours sur la neuroradiologie et l'intelligence artificielle. Voilà. Bon, d'accord, donc on va vous libérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc c'est un sujet... Moi, je fais le pari que l'année prochaine, nous vous recevrons sur le même sujet. Et notamment d'ailleurs Guillaume, pour savoir, qui nous explique quelles sont les conclusions de cette étude. Et vous, Avec peut-être, plaisir. pour nous dire où en est la charte. Merci à vous deux. Merci.